Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session du groupe de travail Covid. C'est une session un peu particulière puisque nous avons le plaisir de écouter justement une personne de groupe de travail, un participant au groupe. C'est Olga Mula de CEREMAD, euh, à qui je vais donner la parole tout de suite. Olga, je t'en prie. Bonjour à tous. Merci tout d'abord, Gabriel, pour l'invitation et de me donner l'occasion de présenter les travaux que j'ai pu entamer pendant ces mois de confinement. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, Oui. ok, merci. Donc, dès qu'il y a un problème, merci de me prévenir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mathématicienne appliquée et en fait, avant l'épidémie, moi, je ne faisais pas d'épidémiologie, mais comme un certain nombre de personnes, eh bien, je me suis retrouvée avec la frustration d'être confinée chez moi et de voir comment pouvoir contribuer à, à comprendre et à résoudre ce problème de la pandémie que nous avons vécu. Et donc, c'est un peu, ce que je vais vous présenter, c'est un peu ce qu'il en est ressorti suite à ces mois de confinement. C'est un travail où nous essayons de comprendre la propagation spatiale de l'épidémie avec des observations de mobilité que nous fournissent un certain nombre d'acteurs que je vais citer par la suite. Et donc, c'est un travail que j'ai entamé en collaboration avec un certain nombre de collègues au sein de PSL, dans lequel nous avons fondé une initiative qu'on a appelée Face au virus. Donc, mes collègues de PSL sont cités ici. Il s'agit de Jamal Latif qui écoute en ce moment aussi, Olivier Capet, Akin Kazakski, Yannick Léo et Laurent Massoulier. Je collabore aussi du côté de Sorbonne Université avec toute l'équipe autour d'Yvon Madé, à savoir Atman Bakhta et Thomas Boivot aussi. Voilà, donc, alors, est-ce que je vais pouvoir, voilà. Quel est le contexte dans lequel nous avons travaillé? Eh bien, il s'agit donc de voir, on nous a donné des données de mobilité suite à des accords d'exploitation à des fins de recherche qui ont été signés entre l'Université Paris Sciences Lettres et différents acteurs, entre autres Facebook, Roof Street. Je crois que nous sommes en négociation avec la RATP et probablement un certain nombre d'autres acteurs qui m'échappent en ce moment. Dans notre exposé, on va se concentrer sur les données Facebook, qui sont celles qu'on a pu étudier le plus en détail jusqu'à présent. Alors, nos objectifs, c'est d'essayer de développer des outils d'analyse et de prédiction pour mieux aider à comprendre la propagation spatiale de l'épidémie et, in fine, aider à la prise de décision. Et donc, notre méthodologie, c'est de croiser les données de mobilité que nous récupérons chez Facebook, Roof Street, etc., avec des données de santé. Et nous cherchons à utiliser des modèles purement statistiques ou bien combinant des modèles épidémiologiques afin de tirer des leçons concernant le comportement de l'épidémie. Donc, voici le plan de mon exposé. On va se focaliser sur les données Facebook. Et donc, je vais tout d'abord vous expliquer quelle est la nature de ces données. Ensuite, nous parlerons de ce que les données nous apprennent sur les déplacements, en particulier pendant le confinement et quelques jours suivant les premières mesures de déconfinement. Et finalement, je montrerai des travaux en cours où nous utilisons ces données de mobilité pour comprendre la propagation spatiale de l'épidémie. Donc, en ce qui concerne les données Facebook, du côté de Facebook, les données brutes qu'ils récupèrent, c'est des données GPS d'utilisateurs qui acceptent, en cochant une case,
qui acceptent la géolocalisation. Il s'agit d'environ 4 millions de personnes en France. Et donc, bon, il faut déjà savoir que les données brutes, elles sont pas parfaites dans le sens où, par exemple, il y a certains biais d'âge, comme je montre dans cette figure-ci, où on voit que la répartition entre hommes et femmes est à peu près équilibrée, sauf que donc il y a un certain biais en ce qui concerne l'âge, et la plupart des utilisateurs a plutôt entre 25 et 34 ans. Ensuite, ces données de Facebook, en fait, elles sont anonymisées avant de nous parvenir, de sorte que les comportements individuels des personnes, de chaque personne, eh bien, ça devient impossible. Ce traitement d'anonymisation, en fait, il fait intervenir des moyennisations en temps et aussi en espace. Et donc, bon, on peut jouer un peu sur la granularité de ces moyennisations, mais le message principal que j'aimerais transmettre, c'est qu'une fois que le processus a été réalisé, eh bien, on ne peut plus suivre une personne individuellement dans ses trajets quotidiens. Ces données anonymisées qui nous parviennent du côté PSL, et c'est avec ces données-là que nous avons fait une étude de mobilité. Comme je disais dans le transparent précédent, en fait, Facebook n'est pas le seul acteur capable de fournir ce type de données. Par exemple, nous venons de récupérer des données auprès d'un autre acteur qui s'appelle Roof Street, et d'autres acteurs comme des compagnies de téléphone peuvent fournir des informations de nature similaire. Voilà. Ces données, chaque acteur en fait fournit peut-être des données avec des caractéristiques un peu propres, et aussi une question, c'est de savoir comment arriver à les combiner de façon intelligente. Mais donc ici, nous nous concentrons que sur un certain type de données qui est celle fournie par Facebook. Donc par la suite, ce que je vais faire, c'est vous passer en revue un certain nombre d'indicateurs de mobilité que nous avons tirés à partir de ces données Facebook et qui montrent essentiellement à quel point donc, le confinement a eu un impact fort sur la réduction des mobilités en France et en Europe, et comment en fait après le confinement, les premiers jours suivant le confinement, il y a eu une reprise, mais qui reste un peu timide, et en gros, on voit que ça n'a pas entièrement repris. Donc, voici la première courbe dans laquelle on montre le nombre de déplacements entre départements que l'on enregistre quotidiennement. Donc, dans la partie gauche ici de la courbe, eh bien, on voit la période pré-confinement, le confinement en France démarrant le 17 mars. Ça se trouve à ce niveau-là. Donc, on voit qu'en temps normal, on a environ 8 millions de déplacements les jours ouvrés. Et donc, après le 17 mars, pendant le confinement, eh bien, donc, nous voyons que ces valeurs chutent jusqu'à des valeurs inférieures à 2 millions de déplacements enregistrés. Donc, nous avons à peu près estimé à une réduction de 80% des déplacements pendant le confinement. Et lorsqu'on regarde les premiers jours après le 11 mai, qui est la date des premières mesures de déconfinement en France, eh bien, on observe que 50% des déplacements habituels. Donc, ce qui montre bien que les premiers jours suivant le déconfinement, eh bien, nous n'avons pas retrouvé les valeurs habituelles. Donc, malheureusement, on n'a pas pu actualiser ces données-là pour le mois de juin, et peut-être que nous sommes revenus à la normale. Ça, malheureusement, je ne peux pas dire à l'heure actuelle ce qui se passe. Donc, voici un autre indicateur qui va un peu dans la même direction. On regarde maintenant ce qui se passe pour chaque département en particulier. Donc, on regarde un département
et on regarde le nombre de trajets avec d'autres départements, de sorte à voir si la réduction des déplacements a eu lieu de façon homogène partout dans le territoire. Donc, dans la figure de gauche, eh bien, on a regardé les déplacements entre départements avant le confinement. Donc, on voit des couleurs rouges qui servent en quelque sorte de référence pour regarder ce qui se passe par la suite. Donc, les couleurs rouges correspondent en gros à 0% de différence par rapport à ce qui est habituel. Lorsque on regarde la période de confinement du 18 mars au 10 mai, eh bien, nous observons partout dans le territoire français des couleurs plutôt bleues qui correspondent à des réductions d'environ 80% des déplacements dans tous les départements, ce qui illustre donc l'homogénéité de cette réduction. Et donc, dans les premiers jours suivant le déconfinement, nous sommes passés à des couleurs plutôt tièdes, jaunes, qui sont environ à moins 40% de ce qui est habituel. Donc, ça redit encore une fois que la reprise a été timide ou progressive pendant les premiers jours après le 11 mai. Nous avons regardé aussi ce qui s'est passé pendant le confinement et un peu après dans plusieurs pays en Europe à travers un indice que nous avons appelé l'indice de sédentarité. Donc, sa définition est ici à droite. L'indice de sédentarité, c'est le nombre de personnes qui ont passé leur journée dans un carré de 600 mètres de côté. Donc, en gros, ça donne une idée du nombre de personnes qui sont restées très certainement proches de leur domicile en respectant le confinement. Donc, en ce qui concerne la France, par exemple, eh bien, donc la période un peu assombrie, c'est la période qui correspond au confinement. Donc, en France, on voit qu'avant le confinement, cet indice de sédentarité est d'environ 15% pour les jours ouvrables, légèrement supérieur pendant les week-ends. Et dès que le confinement est mis en place, eh bien, on passe à des indices de 50 à 55% de sédentarité pour les jours ouvrables. Et nous avons des pics jusqu'à 60%, 65% pendant les week-ends. Donc, les pics correspondent exactement au dimanche, en fait. Et nous voyons que la tendance à cette sédentarité s'estompe lentement au cours du confinement, ce qui veut probablement dire qu'on s'est spontanément, très progressivement déconfiné petit à petit. Nous avons croisé ces données en fait avec les données de santé, le nombre de cas confirmés que donnait l'université Johns Hopkins. Et donc, l'échelle est donnée ici à droite pour ces données de santé. Donc, nous voyons que le pic est atteint en France à environ 5000 cas et il est atteint à peu près 2 semaines après la mise en place du confinement. Si nous regardons le cas de l'Italie et de l'Espagne, en fait, le comportement est assez similaire. Par exemple, dans le cas de l'Espagne, on voit que c'est le pays qui a probablement souffert le pic épidémique le plus prononcé dans les pays que nous avons étudiés. Et il est intéressant, par exemple, de regarder aussi le cas de l'Allemagne, où la période de confinement a été un peu plus courte. Et donc cet indice, en fait, on voit des effets beaucoup plus modérés sur cet indice de sédentarité. Cela est peut-être tout simplement dû à la nature des données de confinement prises et aussi peut-être à la nature du pays où on pouvait peut-être se déplacer à des distances plus grandes, même pendant le confinement. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, eh bien, son comportement, vous voyez que l'indice de sédentarité est à 40% à peu près pendant les jours ouvrés. Ceci est à comparer à des valeurs de 55% pour l'Espagne, l'Italie et la France. Donc, on voit des effets plus modérés, mais le confinement a quand même eu un impact très fort sur la mobilité.
Ensuite, vous pouvez observer que pour les jours suivants les premiers jours du déconfinement, eh bien, cet indice de sédentarité chute, mais il ne revient pas aux valeurs habituelles pré-confinement. Cet indice de sédentarité, on a pu le regarder non seulement à l'échelle nationale, mais aussi entre régions. Et donc, on s'est amusé en fait à regarder cet indice de sédentarité entre Paris et le reste des départements français. C'est ce que nous avons appelé la province. Donc, ce que nous voyons, c'est que dans la période de confinement, cet indice fait un bond vers des valeurs entre 40 et 60%. Mais ce qui est curieux d'observer, c'est que donc, entre Paris et la province, eh bien, on a environ 15 points de différence pendant le confinement. Et cela, nous pensons que c'est tout simplement dû à la nature de cet indicateur. Rappelez-vous que c'est le nombre de personnes qui a passé sa journée dans un carré de 600 mètres de côté. Donc, probablement qu'en province, même pour aller faire ses courses, il faut peut-être se déplacer plus que 600 mètres pour pouvoir aller acheter au supermarché. Quelque chose d'intéressant, c'est que malgré peut-être les différentes modes de vie entre Paris et la province, eh bien, cet indicateur, eh bien, il redevient à peu près pareil dans les premiers jours suivant le déconfinement. Donc, voici donc, en ce qui concerne les données de mobilité Facebook, ce que nous avons appris avec elles. Donc, comme je disais au début, l'impact des mesures de confinement sur la mobilité a été très fort pendant le confinement. Il y a une timide reprise dans les premiers jours suivant le déconfinement et donc nous travaillons actuellement pour actualiser ces données et voir ce qui s'est passé pendant le mois de juin. Et donc, on pourra communiquer ça bientôt. J'aimerais à présent brièvement vous parler de quelques travaux en cours où nous utilisons ces données pour essayer de prédire in fine des nouveaux cas par département à l'horizon de la semaine. Aussi, un autre axe dans lequel nous essayons de travailler, c'est pour étudier l'influence sur la propagation spatiale de facteurs qui nous semblent importants comme celui, par exemple, de la densité de population ou de savoir l'impact de certains trajets où on passe par des gares très peuplées, comme on peut par exemple penser à la gare de Lyon ou des endroits comme ça. Essayer de voir si on peut en quelque sorte faire parler ces données de mobilité pour les corréler, les mettre en relation avec le nombre de cas que l'on observe. Donc, je vais vous parler en particulier de comment nous utilisons ces données Facebook dans des modèles CIR multidépartementaux. Donc, l'objectif, c'est de modéliser le nombre de cas de malades et de guéris à travers un modèle CIR et donc par département partout en France. Donc, le setting, c'est le suivant. Donc, nous supposons que nous avons cas région, donc c'est cas département en l'occurrence pour nous. Dans chaque région, nous avons NI personnes et donc parce que nous avons des déplacements, donc le nombre de personnes dans la région I varie au cours du temps, mais la population totale dans toutes les régions, elle est supposée constante. Et donc nous postulons que l'évolution de la population par région est donnée par l'évolution suivante. Donc, nous supposons, on pose donc lambda IJ de T comme étant la probabilité qu'une personne dans la région I voyage à la région J au temps T. De sorte que donc, la variation de personnes dans la région I, eh bien, c'est le bilan entre le nombre d'arrivées dans cette région moins le nombre de départs. Et donc, le nombre d'arrivées, c'est donc, par exemple, on considère le nombre de personnes
dans une région J et on la multiplie par la probabilité de passer de J vers I. Et donc, on fait l'addition sur toutes les régions J. Donc, on fait pareil pour le nombre de départs. Et donc, ce qui est important à noter, c'est que il s'avère qu'avec les données Facebook, nous avons des estimations de ces lambda IJ de T par tranche de 8 heures. Et donc, nous pouvons intégrer cette équation et connaître l'évolution de la population au cours du temps. Ensuite, nous répartissons la population dans chaque département en 3 compartiments, c'est-à-dire qu'on pose que NI, c'est la population des susceptibles, SI, plus le nombre d'infections en I, plus RI de T étant le nombre de rétablis. Et comme vous le savez certainement très bien, donc dans ce modèle SIR, eh bien, le nombre de rétablis, en fait, c'est le nombre de guéris plus le nombre de décédés. Donc ensuite, tout le jeu, c'est de savoir comment évoluent ces 3 compartiments au cours du temps. Et donc, un modèle simple porte en fait sur les densités. Donc, on divise SI par la population NI au temps T, ce qui me donne des densités que j'ai notées avec des lettres calligraphiques. Et on postule que ces densités, eh bien, elles suivent un modèle SIR, donc avec un paramètre bêta I ici, comme taux de transmission dans la région I. Et nous avons aussi un paramètre gamma I de T, qui est le taux de guérison dans la région I. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une modélisation et tout devient contestable. Par exemple, le fait de supposer que gamma I dépend de T, eh bien, c'est fortement discutable. Donc, bon, pour l'instant, nous travaillons avec l'hypothèse que gamma I varie au cours du temps. Mais donc, on verra dans la suite des slides qu'il y a tout un tas de choses que l'on peut débattre. Le point important, c'est que ces coefficients bêta I et gamma I de T, ils ne sont pas connus a priori. On a besoin de les fitter avec des données de santé pour décrire la maladie en question. Et donc, notre stratégie, c'est la suivante. Donc, il faut distinguer entre une modélisation de T égale à 0 à T égale à aujourd'hui et ensuite la stratégie de prédiction pour des temps futurs. Donc, dans cet exposé, je ne vais pas parler des stratégies de prédiction parce que c'est encore en cours de discussion. Mais donc pour prédire, on pourrait utiliser tout un tas de méthodes statistiques ou autres. Mais donc, parlons de la modélisation de ce qui s'est passé du temps T à T égale aujourd'hui. Et donc, notre méthode, c'est de résoudre l'évolution de la population dans chaque compartiment suivant l'ODE que je vous ai décrite avec les lambda IJ provenant des données Facebook. Ensuite, nous devons caler les paramètres bêta I et gamma I, ce qui nous permet de résoudre l'évolution pour les densités et, in fine, en multipliant la densité par le nombre d'individus, eh bien, on déduit les SI, II et RI. Donc, tout le jeu repose sur caler les paramètres bêta I et gamma I. Donc, pour ceci, si on supposait que nous pouvions observer parfaitement le nombre d'infectieux et le nombre de rétablis, eh bien, on pourrait trouver bêta I et gamma I par plusieurs méthodes. En fait, la première méthode, ça serait de poser des différences finies, c'est-à-dire qu'en partant des formules ici que nous avons pour le modèle CIR, eh bien, on voit que gamma I, eh bien, c'est égal à la dérivée de RI sur dt divisé par II, par exemple. Hein. Donc, nous pourrions calculer par différence finie ce gamma I de t et de façon similaire pour bêta I. Une autre possibilité, ça serait de résoudre un problème de contrôle optimal, c'est-à-dire ça serait de minimiser un problème dans lequel bêta I et gamma I sont cherchés donc, dans un espace fonctionnel et on minimise une fonctionnelle de coût dans laquelle donc, les II et les RI modélisés par notre CIR multirégional, eh bien, ils se rapprochent des données observées
Et tout ceci donc pour tout notre intervalle de temps et tous nos départements. L'avantage de cette approche par contrôle optimal, c'est que nous pouvons jouer avec les fonctionnels de coût et nous pouvons introduire quelques régularisations. Et c'est d'ailleurs l'approche que nous avons suivie par la suite. Les choses se corsent dans le sens où nous avons un problème d'observabilité des infectieux, comme vous le savez certainement, parce que donc, dans cette modélisation SIR, eh bien, les infectieux, en gros, c'est les personnes qui sont hospitalisées, mais aussi les asymptomatiques, les gens qui ont des symptômes mais qui le passent chez eux et qui vont même pas chez le médecin. Et donc, en fait, nous n'avons pas vraiment de bonnes données fiables sur toutes les personnes, le nombre de personnes qui a été infectées. Par contre, ce que nous avons, c'est des données de santé des hôpitaux essentiellement, dans lesquels on nous donne le nombre de guéris et le nombre de décès, surtout dans les hôpitaux, ce qui nous donne une estimation donc des rétablis RI au cours du temps. Cela nous permettrait d'estimer le gamma-I, mais donc le problème avec les II persiste parce que nous n'avons que les admissions hospitalières finalement. C'est quelque chose que j'ai appelé ici HI2T. Donc par exemple ici je montre un graphique des admissions hospitalières au cours des derniers mois, des admissions par Covid hospitalières. Et donc, de la même façon, nous pouvons avoir donc, le nombre de personnes qui ont été envoyées chez eux suite à une hospitalisation par Covid et le nombre de décès. Donc, déjà, aussi une difficulté qui s'ajoute, c'est que vous voyez que ces données sont extrêmement chahutées. Il y a une périodicité de la semaine. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de les lisser en passant une fenêtre de moyennisation, une fenêtre glissante en quelque sorte, pour les lisser un peu. Mais donc, même si on les lisse, le problème persiste de savoir combien d'infectieux avons-nous vraiment. Donc, cela nous amène à devoir faire un choix. Ou bien, en fait, on raffine le modèle pour introduire la suite des hospitalisés, la suite des asymptomatiques, la suite de plein de personnes avec un dégradé d'infectieux différents. Mais cela est au prix d'introduire beaucoup plus de paramètres dans le modèle qui sont, à l'heure actuelle, il semble difficile de les estimer avec de façon assez fiable. La deuxième option, c'est d'essayer de redresser, peut-être un peu artificiellement, les données, supposer que le nombre d'infectieux, c'est un facteur alpha multiplié par la série des hospitalisés qui est vraiment observée, ou bien on peut tout simplement se contenter de faire un CIR sur les hospitalisations, c'est-à-dire que les infectieux, ce n'est autre que ces HI2T pour lesquels nous avons des données. Cela mènerait à une interprétation inhabituelle du modèle parce que, bon, bien évidemment, donc, le bêta, eh ben, c'est le taux de contact, etc. Ben, peut-être que son interprétation est un peu modifiée. Donc, malgré ça, c'est pour l'instant ce que nous avons fait. Donc, nous avons fité notre modèle CIR multirégional sur la série des hospitalisations. Je vais vous montrer quelques premiers résultats là-dessus. Donc, voici par exemple un calage de notre modèle CIR multirégional et ce que ça donne pour Paris. Donc, les petites croix rouges et vertes claires ici, eh bien, c'est les données observées que nous obtenons à travers une base qui s'appelle la base Civic. Et donc, les lignes pleines, vertes et rouge foncé ici, eh bien, c'est notre CIR multirégional avec des bêta-I et des gamma-I qui ont été estimés par contrôle optimal. Donc, voici l'évolution au cours du temps du bêta et du gamma que nous obtenons. Donc, vous voyez que donc le bêta chute d'une valeur de 0,3 à peu près 0,1 pendant la période qui va du 8 mars
au 8 mai. Donc, on voit bien que le bêta, qui est en rapport avec le nombre de contacts entre personnes, eh bien qu'il commence à fortement chuter après le 17 mars, qui est la date du confinement en France. Le gamma, il semble augmenter. Et donc, le coefficient R0 étant ici égal à bêta sur gamma, eh bien, il chute d'une valeur supérieure à 5 au début à une valeur inférieure à 1 pendant le confinement. Donc, il serait intéressant de voir comment ces paramètres ont évolué dans le dernier mois, mais donc nous devons encore extraire les données pour ceci. Donc, voici pour la présentation. Donc, juste conclure sur cette partie CIR multirégionale en disant que nous arrivons à reproduire l'évolution de l'épidémie par département avec une approche de type contrôle optimal. Et donc, nos efforts actuels portent sur le développement de méthodes pour arriver à prédire à l'horizon d'à peu près une semaine ce qui pourrait se passer. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Olga pour cette présentation. Et donc, je invite effectivement aux questions s'il y en a. Gabriel, c'est Yannick, je veux bien poser une Oui, question. je t'en prie, Yannick. Vas-y. Non, je me pose une question sur le. C'est peut-être capturé par le fait que les BTI vont dépendre de la région, mais en fait, la densité qui compte, c'est pas la densité moyenne, c'est la densité que les gens rencontrent en pratique. C'est-à-dire, si tu prends un endroit où il y a quelques petites villes et puis énormément de campagnes, et que tous les gens habitent dans les petites villes, ce qui va compter en fait pour le nombre de contacts, c'est la densité au sein de ces petites villes. Et donc, je ne sais pas si ce genre de problème, parce qu'on va avoir beaucoup de mal à trouver le bon paramètre de densité, il est gênant ou pas? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Est-ce que vous dites que ce sera capturé dans le BTI d'une certaine manière? Alors, j'avoue que dans ces modèles CIR multirégionaux, je trouve ça assez difficile d'arriver à modéliser avec une granularité tellement fine ce genre de remarques que tu viens de faire. Par contre, nous essayons de prendre d'autres approches un peu plus statistiques sans avoir à faire intervenir des modèles par compartiment. Donc, nous essayons à l'heure actuelle d'essayer de comprendre justement comment ces problèmes de densité de population efficace, comme tu dis Yannick, comment arriver à vraiment corréler ça avec la propagation de la maladie. C'est encore en cours. Nous essayons de découvrir la bonne façon de faire. Je pense que c'est encore un problème ouvert. Merci Olga. Il y a une question de Emric. Je la lis tant qu'à faire comme elle est déjà posée. Donc justement, que pensez-vous prédire avec cela? Par ailleurs, quelle est l'influence de la répartition en classe d'âge des données sur la prédiction totale de la maladie? Alors oui, malheureusement, on a demandé d'avoir les données par tranche d'âge. Pour l'instant, on n'a pas pu les récupérer de cette façon-là pour des questions d'anonymisation, justement. Donc, à l'heure actuelle, malheureusement, dans nos travaux, on ne peut pas prendre en compte l'âge. Merci. Il y aurait d'autres remarques ou questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a, je lis une deuxième question. N'hésitez pas à lever la main, comme ça je vous donne la parole à chacun. Donc, il y a une deuxième question qui dit sur la source des données, comment avez-vous réussi à avoir des données pour l'indice de sédentarité sur des carreaux de 600 mètres alors que ces données sont agrégées? Facebook ont-ils agrégé ces données spécifiquement pour votre demande? Oui, c'est Facebook qui les a agrégés. Et je me trompe peut-être, je parle aussi sous la supervision de Jamal ici, dans des régions qui sont très peu densément peuplées. Je ne suis même pas sûre que nous ayons pu avoir le carré de 600 mètres.
mais peut-être des carrés de longueur plus grande. Oui, je confirme, Olga, effectivement, quand on a des carrés quand ça risque d'atteindre la privacy des personnes, bah, soit on n'a pas accès à la donnée, soit bah, ils agrègent ça à des échelles un peu plus grandes, quoi. Merci. Yannick, il y avait une deuxième question? On ne t'entend pas, Yannick. J'ai retiré, j'ai désactivé mon micro. D'accord, ok. Le confinement, c'était, on pouvait aller à 1 kilomètre de chez soi en France. Oui. Et donc, des différences que tu peux observer entre Paris et la campagne, ça peut être ça. Moi, dans ma ville, ça avait sens d'aller faire une balade à 1 kilomètre parce que je sais pas, c'était à côté de la forêt, etc. J'aurais été à Paris, j'aurais peut-être pas fait. C'est pas forcément des différences de respect du confinement. Donc, pourquoi vous avez choisi 600 mètres? Est-ce que voilà, une raison? Alors, il me semble que c'est un peu ce que nous avions en disposition. Effectivement, la question se pose de savoir pourquoi on ne l'a pas choisi à 1 kilomètre. Et je ne sais pas si on aurait pu l'avoir. En France, la question se pose davantage de savoir si on aurait pu le faire sur un carré de 1 kilomètre de long, effectivement. Même 2 kilomètres, parce que c'est 1 kilomètre de chaque côté du domicile que tu pouvais faire. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, hein, et ça dépend un peu des pays aussi. Je pense que Cercle, peut-être. non? Ouais, alors le cercle, par contre, je crois que c'est beaucoup plus difficile de l'avoir. Euh, mais effectivement, je pense que les résultats sur cet indice de sédentarité dépendent aussi fortement un peu du mode de vie dans les pays. En l'occurrence, par exemple, en Allemagne, certes, les mesures de confinement ont été peut-être un peu plus modérées, mais j'ai l'impression que les gens se déplacent un petit peu plus en voiture, même pour aller faire leurs courses, etc. Donc, certainement, ça a un impact sur ce que cet indicateur montre. Merci. Ok, excuse-moi, j'ai retrouvé la vraie question que je voulais te poser. Non, c'était votre taux de mortalité qui évolue là de manière assez forte quand même. Je crois que c'est le paramètre gamma. C'est lié à un problème lié à la prise en compte du délai entre l'infection et le moment où tu meurs parce qu'a priori, on ne s'attend pas à ce que ce paramètre évolue. Il n'a pas vraiment raison d'évoluer, sauf si les hôpitaux avaient été débordés ou quelque chose de très spécial. Non, effectivement, il n'a pas forcément raison d'évoluer tellement. C'est un choix de modélisation. C'est pour ça que je disais que ça devient un peu plus difficile d'interpréter le modèle en faisant varier le gamma. La seule chose, c'est qu'en le faisant varier, on arrive à se caler parfaitement aux données. Donc, c'est un peu un trade-off entre jusqu'à quel point on veut garder une interprétation physique des paramètres et jusqu'à quel point on veut se caler correctement. Est-ce que vous avez un délai dans votre modèle? Est-ce que vous tenez compte du délai entre le moment où tu es infecté et Non, non, il n'y a pas non, il ça. n'y a pas de délai. Non, nous n'avons pas de délai. Oui. Okay. C'est un modèle CIR tout simple. Okay. Deuxième, effectivement, je profite juste pour dire que c'est peut-être, je vous encourage de faire SEIR. Hein, voilà, ça c'est le modèle dont parle Yannick, et c'est pas plus compliqué. Hein. Ouais, le problème, c'est effectivement, il faut aussi faire un choix vis-à-vis des données dont on dispose. Parce que pour modéliser le E, il faut rajouter un paramètre supplémentaire qui n'est pas observé finalement. Ok, Donc, on peut en discuter. Donc, il y avait la fin d'une autre question que je n'ai pas lue et qui est peut-être intéressante pour beaucoup de monde. J'ai vu la main levée d'Emeric et Amic, je vais leur donner la parole bientôt. Mais juste pour finir la question précédente, donc, c'était comment ce partenariat a-t-il fonctionné? Est-ce que c'était sous la forme d'un projet de recherche ou voilà, quel était Alors, Jamal s'est beaucoup occupé de ça. Je sais qu'il y a eu des accords signés entre l'université PSL
et Facebook. Je ne sais pas s'il y a eu un vrai projet de recherche au sens d'allocation de fonds de financement pour faire ce travail. Jamal, pourrais-tu peut-être donner plus de précisions? Oui. Alors, effectivement, c'est un partenariat un peu hors cadre, hein. Il n'y a pas de financement derrière et on n'a pas cherché à avoir un financement. Nous, quand on a monté un peu l'initiative, on s'est dit c'est pas le moment d'aller chercher de l'argent, c'est le moment surtout de se mettre au travail. Et surtout, on a ces relations qui commencent à dater avec Facebook. Au début, il était même question que l'on fasse une équipe commune avec leurs chercheurs, soit à Paris, au Québec ou même à New York. Mais bon, enfin, au moment où on s'est recentré, nous, sur un ensemble restreint de problématiques. Et il se trouve que Facebook, ils ont cette action Data for Good, qui n'est pas nouvelle, en fait. C'est un programme qu'ils avaient initié il y a quelques années pour suivre les catastrophes naturelles. Il se trouve que dans le cadre du Covid, ils ont introduit de nouveaux indicateurs, notamment un indicateur qui s'appelle le Stay Near Home, ce que nous, on a rebaptisé indice de sédentarité. Et donc, voilà, donc, il y a eu un accord signé entre PSL et Facebook. Ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont une équipe très réactive, en fait. Il suffit de poser la question la veille. Le lendemain, on a la réponse. Si on demande des données spécifiques, ils les extraient et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas un projet de recherche ou classique. Mais bon, on aurait pu aussi travailler directement avec leurs chercheurs. Ça ne s'est pas fait. Et donc, il n'y a pas de cadre ou autre, ça passe par des contacts très personnels, quoi. À la base, c'est des contacts plutôt personnels, mais il y a un cadre contractuel, en fait. Désormais, entre PSL et Facebook, on a signé un accord. Par exemple, cet accord cadre l'utilisation des données. Donc, on ne peut pas sortir ces données de PSL. Oui, non, je faisais référence au cadre qui existe, par exemple, au ministère de la Santé, où tout chercheur peut déposer une demande de données, ensuite la demande est analysée, etc. Voilà, il n'y a pas d'un guichet qui puisse, si ceux qui sont justement aujourd'hui veulent avoir des données d'un certain type, ils doivent passer par vous, quoi. Alors, oui et non, en fait. Alors, si vous êtes membre de PSL, vous avez le droit d'utiliser ces données. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que ça passe par PSL. Ça facilite les choses. Par contre, si une autre université veut utiliser ces données-là, ils peuvent faire la demande auprès de ce programme-là de Facebook. En général, si les gens sont relativement sérieux, ils peuvent avoir accès à ces données. Je ne vois pas pourquoi on leur dirait non. Il se trouve qu'on a été les premiers. Donc ça, c'est de par nos relations avec eux. Ce qui m'a personnellement un peu surpris, c'est que effectivement, il n'y a pas un guichet unique où un chercheur peut aller demander un certain nombre de données d'acteurs différents, pas seulement de Facebook, mais aussi les données de santé, etc. Ça serait, je pense que ça serait souhaitable d'essayer de créer un guichet unique. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord avec Olga. Ce que nous, on a observé, c'est qu'on arrive à obtenir des données si on a des contacts. Ça c'est pas bon, en fait, comme façon de travailler. Nous, il se trouve qu'on a été, entre guillemets, privilégiés pour avoir accès soit à ces données-là, soit parfois à des données de santé, parce qu'on connaît les bonnes personnes, les bons guichets. Et ce n'est pas une bonne façon de travailler globalement. Donc, il y a un peu d'ordre à mettre là-dedans, oui. Par exemple, nous, sur les données, on aurait bien voulu avoir des données orange. On sait que celles-ci, elles ont été mises à disposition à quelques équipes, voire même des gens au sein de notre initiative avaient accès à ces données-là, mais pas tout le monde. Donc, ça crée parfois des situations particulières. Bon, pardon, je te laisse répondre, Olga. J'arrête. Oui, non, c'est exactement ça que j'avais essayé de dire. Merci, Jamal. C'est un début, c'est un début. Il y avait une question de Émeric. Je te laisse poser la question, Émeric. Oui, excuse-moi, c'est rapide. En fait, je n'avais juste pas compris. Donc, à la fin, tu dis que tu veux développer des méthodes robustes de prédiction à la semaine. Je suis un peu curieux de voir, enfin, qu'est-ce que précisément tu penses pouvoir prédire avec ça? Alors, j'aimerais essayer de prédire la suite des hospitalisés, plus concrètement. Mais du coup,
en faisant quoi? En gardant constant certaines valeurs au dernier jour que tu as pu analyser ou Oui, voilà. Donc, c'est ça le gros problème, c'est que comme nous faisons, tout varie en fonction du temps. Donc, comment faire évoluer aussi les coefficients qui interviennent au cours du temps. Donc, dans un premier temps, je pense que je vais tout bêtement prendre la valeur au temps final pour les 2-3 jours qui suivent. Mais j'avoue que je ne sais pas comment extrapoler, par exemple, le bêta ou le gamma. C'est effectivement, donc cela me fait aussi avoir quelques réserves sur les résultats que nous pourrons obtenir de prédiction. Ok, merci. Ouais, merci, Émeric. Annick, tu avais levé la main, mais peut-être tu as eu la réponse, c'est ça? Non, c'était juste pour dire, pour répondre à Yannick, mais c'était au moment de la question de Yannick, pour dire que la limite des 1 km, c'était que pour le sport et qu'en fait, les mobilités, elles ont été aussi beaucoup pour les courses. Et donc, effectivement, en province, c'est beaucoup plus dur de faire ces courses à moins de 600 mètres. À Paris, les gens faisaient les courses à moins de 600 mètres. Je pense que c'est une raison très raisonnable qu'a expliqué Olga. Oui, tout à fait. D'autres questions, remarques? Juste effectivement, peut-être sur le modèle, il me semble que donc, beaucoup de monde a eu les mêmes difficultés pour les modèles, au sens que ce que tu as comme données, c'est les hospitalisations. Et d'ailleurs, c'est que les hospitalisations pour certaines tranches d'âge, par exemple les EHPAD, c'est beaucoup moins enseigné. Seulement s'ils passent par l'hôpital, et ça complique encore plus le décompte, par exemple. Donc, tout le monde a ce genre de problème. Et il y a diverses façons dont tu peux t'en sortir pour arriver à remonter à I, quoi. Il y a effectivement la possibilité de passer par des diverses cases de sévérité et dire qu'en fait, ceux qui sont hospitalisés sont probablement ceux qui sont en état plus sévère et dire qu'il y a je sais pas, un pourcentage qui vont être sévères. Donc voilà, tu as un seul paramètre à ajouter comme ça tout de suite aux données. Il y a des modèles voilà, plus ou moins détaillés sur les degrés de sévérité. Et puis sinon, ensuite, bon, il y a tout ce qui concerne les asymptomatiques et les tests qui sont faits. Et là, on commence à avoir des données de plus en plus. Donc, bon, ça peut répondre à ça. Ensuite, j'avais une question technique sur le bêta I fois II fois SI, au sens que ça avait l'air que c'est une sorte de, à l'intérieur du département, c'est un modèle SIR homogène. Et les gens infectent seulement une fois qu'ils sont arrivés au département, c'est ça? Le SI, il ne peut pas être infecté par un IJ, par exemple. Ici? Ouais. Oui, alors, oui, c'est aussi un des points qui peuvent se débattre. Donc, ce bêta I fois I, on peut aussi en gros, ajouter des termes de personnes qui proviennent d'autres départements. Sauf que donc après réflexion, donc oui, tu veux dire qu'ici on peut faire intervenir des lambda IJ fois C'est juste une IJ. question, oui. Oui. Voilà, oui, alors, c'est bon, moi j'ai fini par penser plutôt que dans ce modèle, en gros, les changements de compartiment se font plutôt à travers l'évolution de ces NI de T. Et qu'une fois qu'on a ce NI de T, eh bien, donc il faut plutôt écrire ici ça comme ça. Mais on peut le débattre. Hein. C'est un peu c'est comme s'il y avait une formulation un peu lagrangienne et eulérienne du problème. Et là, ça suppose en particulier que le fait de voyager indépendant de l'état de santé, c'est ça, parce qu'à un certain moment, ceux qui arrivent, ils arrivent dans le même état que c'est un peu qui est un peu particulier au sens qu'eux, ils sont partis, par exemple, bonne santé département J, ils sont arrivés dans le département I, mais leur répartition,
ça va être conforme à la répartition infectée et susceptible du département d'arrivée, quoi. Parce qu'ils ils arrivent de toute façon dans les S, c'est ça? Qui voyage? Les S, les I, quand il arrive dans le département, il arrive comme S s'il était infecté avant et qu'il voyage. Il arrive dans le I du nouveau département, il arrive dans le S ou proportionnel au rapport de nouveau département? Alors, il arrive, si tu es susceptible en I, que tu voyages en J, bon, on aimerait que le modèle dise que tu arrives aussi comme susceptible en J. Le susceptible, oui, je pense que c'est plus clair, c'est la dépendance entre l'état de santé et le voyage qui me paraît. Bon, mais bon, ça c'est un truc technique, on va pas. Oui, tu pourras peut-être nous faire des remarques, effectivement, parce que bon. Technique, il y a pas de... Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, comme Olga et la Dauphine, voilà, plus ou moins virtuellement. Virtuellement, oui. En tout cas, très joignable par les collègues. N'hésitez pas à lui poser des questions par la suite. Pour ma part, je vais lui remercier pour cette présentation et pour tout le travail qu'il fait. Il y a quelques discussions que j'ai vues sur le... oui, il y avait une dernière petite question. Donc, je vais aussi de toute façon remercier Jamal pour les précisions. Il y avait une question sur la question, sur l'aspect de est-ce que l'accord sur Facebook est restreint pour l'utilisation de votre modèle ou tout modèle est... Non, non, n'importe quel modèle. On peut tester tous les modèles. Bon, merci encore. Merci Olga. à tous. Merci pour l'invitation. Merci Olga. Merci. Hop.